Salut à vous chers auditeurs, c'est l'heure de l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Après une semaine d'absence, l'équipe est au complète. Aujourd'hui je reçois Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, salut tout le monde. Et bien sûr Eric, salut à toi Eric. Salut à toutes et à tous. Salut à toi l'auditeur derrière ton poste de FM. Sur ordinateur, tu vas écouter un petit peu l'actualité des Verts puisqu'on va revenir sur la 34e journée de championnat avec ce match à huis clos qui a vu un match nul au sens propre comme au sens figuré. Un but partout entre Saint-Étienne et Rennes. On va passer de la bonne musique. On va bien sûr conclure avec des coups de tête et des coups de cœur. Une petite courte page Haute-Loire, enfin pas mal de choses sur l'actualité essentiellement des Verts. Et je rappelle qu'on est en partenariat avec le site En Vert et contre tous. Mais on va commencer par la semaine verte. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici la semaine verte. Voilà, après pas mal de tergiversations, c'est Eric qui s'y colle avec le retour du Loft. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler du Loft du côté de Saint-Étienne. Et oui, le Loft, épisode 3, après Montsoreau, Bayalsal et Sanogo, après, dans un passé bien plus récent, Clément et Cornier, voici 3 nouveaux pensionnaires, Dabo, Roux et Tanan. Ils sont écartés du groupe pro jusqu'à la fin de saison, Christophe Galtier leur reprochant de ne plus se sentir concernés, de ne pas respecter ses consignes et de poser des problèmes de comportement. Et puis, en marge des résultats, on a beaucoup parlé d'une nouvelle organisation et d'une nouvelle cellule de recrutement. L'ASS sera dotée l'an prochain d'une cellule de recrutement composée de pas moins de 7 personnes, avec à sa tête David Ventier et autour de lui Alain Blachon, Hervé Révelli, Ilan qui prospectera en Amérique du Sud, David Friot et Jean-Luc Witzel, anciens scouts de Manchester United et Manchester City, excusez du peu, et enfin Romain Barque, analyste vidéo, une véritable armée mexicaine dont on jugera l'efficacité. Le fait qu'il soit scout, s'en tape un peu. Scout toujours. Alors, il y avait eu un huis clos, on l'avait dit, on l'avait rappelé, et en fait, du côté du club, on a d'abord commencé à parler d'un appel, et puis ensuite on l'a retiré cet appel. Ouais, appel contre appel. Donc contre toute attente, la direction du club en effet a fait marche arrière et a décidé de retirer l'appel que le club avait interjeté suite au huis clos total infligé par la Ligue pour la réception du Stade Rennais. Dans un contexte de violence et d'incivilité intolérable, le club se doit d'avoir une démarche responsable, nous a notamment expliqué un communiqué. Alors 30 000 personnes pénalisées pour un acte isolé, on ne doit pas avoir le même sens des responsabilités. Sur ce coup, j'ai le sentiment que le club a lâché ses plus fervents supporters, privés injustement de la rencontre d'hier. Les plus inconditionnels sont réunis sur le parking et ont suivi la rencontre avec les moyens du bord. Pas d'écran géant pour eux, alors qu'il y en avait un il y a quelques années contre Dijon pour les Ultras qui avaient décidé de rester à l'extérieur du stade. Et puis on en sait un peu plus concernant le calendrier de la fin de saison. Il est désormais connu, les Verts se déplaceront comme prévu samedi prochain à Guingamp, coup d'envoi à 20h. Ensuite, fait unique, ils recevront 2 fois d'affilée avant de terminer par 2 déplacements consécutifs. ASS Bordeaux a été fixé au vendredi 5 mai à 20h45 et ASS PSG décalé au dimanche 14 à 21h. Les Stéphanois joueront leur match en retard à Monaco le mercredi 17 mai à 21h avant de clôturer la saison à Nancy le samedi 20 à 21h également. Et puis bien sûr, quelques résultats des autres équipes du club du côté de l'Etra. Oui, l'équipe de CFA2 très rajeunie s'est imposée 1-0 à Div Cabourg. Les U17 ont battu l'ASPTT Dijon 2-1. Assurés de finir premier, ils disputeront les playoffs pour la 3e fois en 4 ans. Enfin, à l'Étivalière où j'étais hier, les féminines ont été écrasées par Montpellier, 8-0. Ah ouais, quand même. Donc on a du crin à moudre aujourd'hui avec du sportif, de l'extra sportif. La semaine en verte s'en est terminée. On passe au match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Donc en quelques minutes, je reviens sur le match nul 1 partout entre donc l'AS Saint-Étienne et le Stade Rennais. C'était ce dimanche à 17h dans un stade Geoffroy Guichard entièrement vide.
un huis clos total et c'est la première fois que le club a ce genre de sanction qui le touche. Cette décision a été modérément appréciée par les supporters, on y reviendra, puisque ils étaient présents sur le parking, tu l'as dit, à peu près un peu plus de 200 supporters. Au quart d'heure de jeu, eh bien ils ont fait éruption dans le stade en s'infiltrant par une porte dérobée par le musée des Verts. On est obligé d'en parler puisque ça a quand même arrêté le match un petit quart d'heure. Une fois leur message passé, surtout à la Ligue, eh bien ils vont évacuer le stade de manière assez calme. Le match va pouvoir reprendre. Un match jusque-là marqué par la maîtrise de l'équipe de Rennes. CEO par exemple a trouvé la transversale à la 14e minute, mais aussi on remarque quelques contre-attaques stéphanoises. Sur l'une d'elles, c'est comme ça que les Stéphanois vont marquer, par l'intermédiaire du trio Selnaes, Amouma, Beric, qui combine à merveille. Le Slovène inscrit son 5e but personnel en récupérant un centre de Amouma, en se jetant bien au premier poteau comme il sait très bien le faire. On en dira beaucoup moins de la deuxième période. Les Rennais vont revenir par contre juste avant la mi-temps. Ils vont égaliser sur corner par Mexer sur un magnifique coup de tête. Je le disais, la deuxième mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent, sur un faux rythme. Les Verts donc réalisent un 3e match nul consécutif. Ils n'ont pas gagné à Geoffroy Guichard depuis le 12 février. Du coup, l'Europe, cette fois-ci, on peut y faire une croix dessus. Déjà 6 points de moins par rapport à l'année dernière, où les Verts avaient terminé 5e. Tu dis consécutif à Geoffroy Guichard. À domicile. À domicile, ouais. C'est le 3e match nul à Geoffroy Guichard et pas de victoire. La dernière victoire, il faut remonter à plus de 2 mois en arrière. C'était contre Lorient 4-0. C'était contre Lorient, ouais. C'est ça. Ouais. En fin de compte, on a engrangé simplement 2 victoires lors des 10 derniers matchs. Donc celle de Lorient dont on vient de vous parler, puis la victoire à Dijon. C'est les seules victoires, donc ça fait 3-3, ça fait 6 points. Effectivement, si tu veux jouer l'Europe, il faut engranger des points et il faut gagner des matchs. Et c'est vrai que, comme on a pu le voir dimanche, même s'il n'y avait pas de public, on assistait toujours un peu à la même rengaine, c'est-à-dire aucun jeu, aucun emballement. Une fois de plus, on s'est bien embêté. Un seul tir cadré en première mi-temps où, semble-t-il, ça a été la mi-temps la plus intéressante. Et ça a été le but. Ouais, avec comme d'habitude quelques petites questions. Alors justement, d'abord cet envahissement du terrain, on revient un peu en arrière parce que on est tous d'accord, le club aurait dû faire appel de ce huis clos. Bon, ça n'a pas été fait. Je pense pas puisqu'on est tous les trois d'accord et puis que je pense que la plupart des auditeurs sont d'accord, on va pas insister. Par contre, cet envahissement de terrain, certains l'ont différemment apprécié. Donc, est-ce que les ultras sont rentrés dans Geoffroy Guichard ce dimanche, est-ce qu'ils ont franchi la ligne rouge? Voilà, c'est ma question. Envahissement de tribunes, pas de terrain. Ouais, je parle ça va être encore pire. Des tribunes, pardon. Ouais, par les temps qui courent, c'est sûr que c'est peut-être pas le bienvenu. Bon, là, c'était un match à huis clos. Un match à huis clos, ça doit rester à huis clos. Certes, ils ont un message à faire passer. Alors, vous avez compris le message déjà? C'était quoi? C'était fuck LFP, c'est ça? Exactement. Je signale que dimanche dernier au Vélodrome, il y a eu un tifo fuck LFP. Voilà. Non, mais donc, c'est toujours de toute façon le même discours. Voilà. Et là-dessus, je partage exactement leur avis. C'est vrai que c'était peut-être pas bienvenu lors de ce match à huis clos d'interrompre cette rencontre. Et puis comment ça s'est passé? Forcer le passage, voilà. Alors, je comprends leur mécontentement parce que en plus de ça, le préfet n'avait, comme l'a dit tout à l'heure Eric, a décidé de pas mettre d'écran géant à l'extérieur. On sait qu'à Saint-Étienne, il y a une certaine ferveur. Le peuple vert est resté quand même relativement fidèle et ils étaient à quelques mètres et on entendait pendant la première mi-temps leur chant. Et on savait qu'ils allaient être à l'extérieur, ils veulent être présents. Et la moindre des choses, c'était de mettre un écran géant à proximité pour
pour que les supporters qui ont fait le déplacement puissent suivre la rencontre. Et malheureusement, ils ont été pas entendus, et ce qui engrange en fin de compte encore un mécontentement peut-être spontané. Spontané, ouais, tu penses? Moi, En tout cas, je l'ai compris comme ça devant mon poste de télé, moi. Eric, alors, est-ce qu'ils ont franchi la ligne rouge d'abord? Ah oui, pour moi, déjà un mot sur ce huis clos qui est absolument une catastrophe pour le football, en particulier à Saint-Etienne. Je rappelle que Geoffroy Guichard a déjà été suspendu une fois, je sais pas si vous en rappelez, c'était en 96, exactement l'année de la descente. Geoffroy Guichard avait été suspendu, on avait joué sur terrain neutre à l'époque, on avait été joué à Tours contre Cannes, on a fait 2 partout. Donc comme quoi à l'époque, il y avait des solutions qui pouvaient être trouvées. Donc pourquoi on n'a pas joué également sur terrain neutre? C'est une des questions que j'ai posées. J'ai pas eu la réponse à différents dirigeants stéphanois que j'ai interpellés cette semaine. Donc après, concernant l'attitude des ultras, non, elle était pas, tout était prémédité, c'était préparé pour moi, c'était pas du tout improvisé. Ils sont arrivés à 5 heures, ils sont positionnés au niveau du musée, donc tout était calculé de leur part. Après, comment ils se sont introduits dans le stade, eh bien, c'est un mystère. Ils en sont bénéficiés de complicité, puisque il n'y a pas eu d'effraction, et c'était constaté par la police. Donc il y a différents accès par lesquels on ne peut pas passer habituellement, d'autant que le musée était fermé exceptionnellement. Donc ils ont réussi à s'introduire dans le stade. Voilà, donc ça nous coûte à tous ce huis clos, mais après je pense qu'il faut quand même respecter les choses, et il y a des personnes qui s'octroient un petit peu tous les droits et qui donc en s'introduisant dans le stade malgré tout et en interrompant la rencontre vont faire en sorte que on va récupérer encore des sanctions, comme si on avait besoin de ça, et c'est une très mauvaise image qui est donnée de Saint-Etienne et du public stéphanois. Revenons à la cause de ce huis clos, parce que on est quand même tombé des nues. La plupart qui suivent de loin le foot de Saint-Etienne, ils ont été quand même relativement surpris d'apprendre qu'il y avait un huis clos pour cette rencontre entre Saint-Etienne et Rennes. Et c'est tombé il y a une dizaine de jours. Donc une semaine avant que la rencontre ait lieu, et donc la cause de tout ça serait pendant donc le derby qui a eu lieu au mois de février. Donc il y a quand même plusieurs mois qui se sont passés. Ça tombe comme ça. Alors soi-disant il y aurait eu une personne de Saint-Etienne qui aurait reçu un projectile, mais on ne sait pas exactement la provenance du projectile. C'est-à-dire, on sait que c'est vers le poteau de corner entre la tribune nord et la tribune Henri Point. Mais il faut savoir que pour la rencontre du derby, il y avait des visiteurs, des supporters lyonnais. Mais ils n'ont pas décelé d'où venait le projectile. Si ça se trouve, ça venait des supporters lyonnais. Et je dis si ça se trouve. C'est bien sûr une hypothèse. Ça peut devenir d'Henri Point. Et on sait pas trop. Et en plus de ça, il y a eu des fumigènes. Mais bon, les fumigènes à Saint-Etienne, on le sait, c'est relativement fréquent. Mais c'est 2 choses qui ont été le déclencheur pour annoncer ce huis clos qui est incompréhensible, parce qu'on punit toujours 30 000 personnes pour 1 voire 2 gestes, et c'est assez spécial, surtout que la vidéo est depuis 15 ans dans les stades, et notamment à Geoffroy Guichard. Donc les mecs devant la vidéo, qu'est-ce qu'ils font? Et sérieux, on peut se poser la question, quoi. Ils regardent Mr Bean, ils se paluchent, et non, franchement... Ouais. Alors plusieurs choses. Donc les fumigènes ont été la cause du sursis. Pour ce qui s'est passé donc lors du derby, donc Samuel Rustem, le stadium manager, qui a accompagné Lopez, qui est allé voir ses supporters. Encore une fois, Lopez est dans tous les bons coups, comme vous l'aurez remarqué. Donc il a voulu protéger Lopez. Effectivement, donc il y a apparemment une pile donc qui est partie d'une tribune. Alors effectivement, comme tu dis, on sait pas d'où ça vient. C'est la question que j'ai posée. J'ai dit aussi ça pouvait venir du camp lyonnais. Si on m'a répondu que non, parce qu'il y avait des filets côté lyonnais. Et donc ça venait soit du coin de la tribune Henri Point, soit du côté Magic Fan. Et donc la pile qui était destinée à Lopez a été reçue par Samuel Rustem. Et donc j'ai parlé aussi de la vidéo. J'ai avec les moyens vidéo que vous avez, qui vous êtes capable d'identifier ce qui s'est passé. On m'a dit que non. Alors on m'a dit où vous avez vu que les moyens étaient aussi performants que vous le dites. Je vous rappelle qu'il y a un documentaire qui est sorti l'an passé qui s'appelle Stadium sur Geoffroy Guichard, où là on nous explique qu'on est capable de zoomer sur n'importe qui dans le stade pour pouvoir. Tu allumes une cigarette, on le voit directement. Donc j'ai dit vous êtes quand même capable d'identifier qui c'est. On m'a répondu qu'ils n'avaient pas été capables de le faire, et que si ça avait été le cas, s'ils avaient identifié la personne, dans ce cas-là il y aurait jamais eu de huis clos, parce que c'est la personne en particulier qui aurait été sanctionnée. Donc c'est parce qu'on n'a pas identifié l'auteur de ces faits que donc tout le monde a pris en raison de ça.
Ouais. Et moi, je les comprends un tout petit peu plus que vous, parce que si en plus, bon, ils avaient le moyen, la complicité, parce que s'il y a une complicité à l'intérieur du staff, hein, on va dire, c'est que aussi tout le monde n'est pas d'accord sur la décision de pas faire appel, c'est-à-dire que je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que au sein du club, je pense qu'il n'y avait pas l'unanimité pour finalement favoriser ce huis clos. Mais je rajouterais une autre chose, et c'est ce que j'ai expliqué aussi aux gens qui, voilà, ils étaient bien pires que vous, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ont regardé le match, pour eux, ces ultras devraient être bannis d'un stade, etc. C'est des fouteurs de merde, c'est des gens qui respectent pas la loi, etc. Alors, bien sûr que dans le lot, il y en a, mais globalement, le message qui a été passé, il était pacifique, et puis surtout, moi, à leur place, j'aurais rappelé quand même que du côté de Lyon, ça s'est déjà passé, ce genre de choses. Il y a eu un stadier qui a perdu l'usage d'une main. Dans le derby. Et il n'y a jamais eu de huis clos. Oui, mais on sait qu'il y a 2 poids 2 mesures et surtout quand on parle de Lyon. Mais au-delà de ça, tu dis effectivement, ils ont rien à faire dans le stade, ils sont sanctionnés, ils sont hors la loi. Mais il faut savoir que la Ligue est aussi hors la loi. Hein. Les seniors, et c'est pour ça que moi là-dessus je rejoins plus les ultras. Ils ont raison de gronder parce que le football moderne et ses dérives, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors après, il y a la façon de le faire, comme dimanche, je trouve ça d'une bêtise, mais il y a de quoi gronder, sérieux. Puisque les seigneurs font ce qu'ils veulent, il est bien que le peuple, et le peuple vert le fait, de gronder et de montrer à tout le monde qu'on n'est pas d'accord avec ces décisions qui sont illogiques à tout point de vue et qui détruisent le football en général. Et il y a de quoi être complètement fou quand tu vois justement en plus que tu viens de relater, Olivier, c'est-à-dire le 2 poids 2 mesures. Même je veux dire les supporters parisiens pour la finale de la Coupe de la Ligue qui ont foutu le souk dans le stade de Lyon. Est-ce que tu crois qu'on va leur mettre un huis clos pour la fin de l'année? Non, on a tous la réponse. On le sait qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'à chaque fois nous on fait partie des baisers. Mais c'est pour ça qu'il y a de quoi être furax. Voilà, donc moi je peux défendre les ultras par rapport à ce grondement. Je rappelle que le projectile a touché donc le stadium manager de Saint-Etienne. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait touché Lopez? Donc là on aurait pris quoi du coup? Ah ouais, non, mais c'est sûr. T'imagines, là, vu ce qui s'est passé, vu ce qu'on a écopé comme sanction. Et c'est pas fini, parce que la préfet de Saint-Etienne, il l'a mauvaise, hein. Alors, il y a pas dans les statuts, il y a pas de choses qui stipulent qu'est-ce qu'on risque quand on viole un huis clos, quand finalement le huis clos est pas respecté. Ça c'est une situation qui a même pas été imaginée par les statuts. Mais moi cette semaine j'ai pensé à un truc, mais qu'est-ce que le club aurait eu s'il y avait eu les événements qu'il y a eu à Lyon contre les Turcs? Si ça s'était passé à Saint-Etienne, mais je me demande qu'est-ce qui aurait bien pu se passer. Je pense que la sanction aurait été magistrale. Tu peux regarder le nombre de stades qu'il y a en France qui ont eu un huis clos total, il n'y a pas 50, hein. Il y a eu Bastia, il y a eu sans doute Nice, Metz cette année, puis Geoffroy Guichard, donc il y a d'autres stades effectivement qui passent au travers des mailles du filet. Vu le nombre d'incidents qui s'y passent, c'est quand même, ça pose quand même pas mal de questions. Ouais. Bon, on va changer, on va revenir sur un truc positif. Bah, le but, par exemple, hein. Et puis il était chouette. Oui, Eric rigole parce qu'il a pu voir juste les filets trembler. Il a pas vu le reste de l'action. Alors, je te la raconte. Tu l'as vu. J'ai vu le match l'après-midi quand même. Attends, avant Olivier, je vais revenir sur la composition de l'équipe parce c'est ce que j'allais dire. Ah bon, bah vas-y. Alors. Non, mais justement, si Selnaes est à l'origine de cette action et s'il trouve une ouverture assez lumineuse pour Amouma, est-ce que c'est pas dû à ce retour à cette disposition qui avait été abandonnée depuis très longtemps, hein. Alors je la rappelle, hein, bon, en défense ça change pas beaucoup, mais au milieu de terrain une sentinelle et pas deux avec Selnaes, devant 2 récupérateurs qui sont censés aussi lancer les contre-attaques, CV et Verretou, et puis devant de l'expérience, hein, fini de titulariser les jeunes ou les jeunes recrues, Amouma, Beric et Cornier. Est-ce que c'était pas finalement ce qu'il y avait de mieux à faire? On a vu que c'était payant et ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué un but comme ça, hein. Ça aurait été bien d'en marquer plus. Ouais.
Non, mais Selnaes, bien sûr qu'on attend beaucoup plus, mais Il a fait que ça dans le match, comme Amouma, quoi. Ouais. Ils ont fait que ça, hein. Ouais. Ils ont fait absolument Après, rien du tout pendant le match. Ouais, c'était très très pauvre comme jeu, une fois de plus. Voilà. Je veux revenir sur un fait de jeu. Donc avant la 14e minute, donc là où le match a été arrêté, ça s'est arrêté sur un coup franc. Je sais pas si vous avez relevé, mais sur le coup franc que l'arbitre Monsieur Buquet signale, au lieu de laisser jouer, il siffle le coup franc. En laissant jouer, il y avait but de Cornier. Et ça m'a dérangé, voilà, parce que Pourquoi il y avait but de Cornier? il y a but de Cornier parce que sur la faute, c'est sur faute sur Beric ou Amouma, je sais plus. Amouma. Enfin, sur Amouma, en fin de compte, il y a un décalage sur Cornier. Cornier avait le ballon, il a dribblé le portier rennais. Il avait le but grand ouvert et à ce moment-là, l'arbitre siffle. Non, il avait sifflé auparavant, mais c'est dommage qu'il ait eu ce réflexe-là, Monsieur Buquet, parce que en laissant l'avantage, il y avait but pour les Stéphanois à la 13e, 14e minute de jeu, donc je regrette énormément ce choix-là, sachant que on l'a vu cette saison, les arbitres laissent quand même pas mal le dérouler le jeu. Dans différentes compétitions, on l'a vu en Ligue Europa, on l'a vu en Champions League, on laisse un peu plus de jeu et même sur des matchs de Ligue 1, là, Monsieur Buquet l'a pas fait. Je trouve ça relativement dommage parce qu'il y a eu quand même des intrusions dans le camp rennais, heureusement pour nos Stéphanois. Et ça a payé à la 40e minute de jeu, mais pendant les 20 premières minutes, les Stéphanois ont quand même tenté en essayant un peu par à gauche avec des débordements de notre Pierre Gabriel qui est incapable de centrer du pied gauche. Avec aussi l'autre latéral droit mal cuit qui a tenté aussi de son côté, qui a essayé des dédoublements, mais ça a duré je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est tout. Et c'était après relativement terne et surtout fébrile au milieu de terrain pour trouver des solutions. Je sais pas ce que vous en pensez. Il reste 5 matchs. Alors, dans le désordre, on commence par Guingamp, Bordeaux, Paris, Monaco, Nancy. Que des matchs avec des équipes qui ont quelque chose à jouer encore, ou presque. Et ma question, c'est la suivante. Avec cette fin de saison, où situez-vous les Verts? Est-ce que les Verts vont encore un petit espoir d'accrocher quelque chose, en tout cas une place d'honneur dans les 6-7 premiers? Est-ce que on va continuer comme ça, bon gré mal gré, avec des matchs nuls un peu insipides, ou est-ce que ça va être l'effondrement total et finalement une fin en queue de poisson? Voilà, où situez-vous? Comment vous ambitionnez cette fin de saison côté Vert? Mais la question est de savoir si on va gagner une seule rencontre d'ici la fin de saison, ce qui est loin d'être plutôt dans la troisième. Malheureusement, parce que déplacement à Guingamp c'est toujours périlleux. Après on va être les arbitres de la course au titre entre Paris et Monaco. Bordeaux est un adversaire direct et ils nous mettent pas mal de points dans la vue depuis quelque temps. Et puis on ira à Nancy la dernière journée qui risque de jouer le maintien contre nous, donc ça va être très très compliqué. À qui on n'a pas réussi de mettre un but en 2 rencontres. Exact. Successives. Ces 2 matchs, je m'en rappelle très bien. Fin 2016, effectivement. Ouais. Donc non, je suis pas très positif, ni optimiste. Donc dans la troisième, toi aussi, dans la troisième, l'effondrement, on va finir en dessous de la 10e place. C'est ce que je vous ai dit il y a un mois. Moi, c'est 10e pour moi. Ouais, donc ça serait plutôt ça. C'est vrai que les signaux positifs, il y en a pas beaucoup. Si ce n'est le retour de Robert Beric un peu en forme, qui recommence à claquer, qui est en tout cas titulaire, le retour de Perrin et de Malcuit là qui sont quand même des bonnes nouvelles. Bon, moi je suis aussi de votre avis, on n'a pas suffisamment de signaux positifs pour espérer quoi que ce soit, surtout avec les équipes qu'on va rencontrer. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a de belles confrontations, tu vois. Un match contre Bordeaux, alors la Ligue nous a foutu ça un vendredi.
Ouais, c'est une belle confrontation. Saint-Étienne-Bordeaux. En plus, Bordeaux, il joue bien au ballon, il joue pour l'Europe. Il y a de l'enjeu, il y avait de l'enjeu quelque part. Voilà. Bon là, ils ont déjà 6-7 points avec le goal average d'avance sur nous. Donc c'est déjà plié. Sachant qu'on va recevoir Paris. Alors Paris, est-ce que ça va être une fête ou pas? Mais ça pourrait être bien comme rencontre. Mais qu'est-ce que tu vas attendre d'une équipe telle qu'elle joue actuellement? Parce qu'on n'en a pas parlé, parce que vous étiez absent la semaine dernière, mais cette défaite 4-0 à Marseille, elle fait énormément mal, même si j'en reviendrai tout à l'heure sur le coup de Monet Paquet qui se fait faucher et l'arbitre qui est à 3 mètres qui siffle pas. Ça, j'ai trouvé ça génial, mais ils ont été largement supérieurs, les Phocéens, et c'est logiquement que Saint-Étienne repart avec une humiliation. Et connaissant la ferveur à Saint-Étienne, des matchs comme ça, le fait de perdre 4-0 à Saint-Étienne, moi je l'ai encore là, à Marseille, pardon. Je l'ai encore là. Et le match nul à tout point de vue, aller Saint-Étienne-Marseille, qui s'est fini par un vraiment 0-0 avec une seule occasion stéphanoise en 90 minutes. Non, je suis désolé, ça peut plus durer. Alors, quitte à perdre 4-0, autant lâcher les chevaux et enfin, je veux dire, jouer l'attaque, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, tu te dis ça, quoi. Exactement. Il y a eu quoi? 3 tirs. Donc non, je suis effondré. Mais tu vois, on dit que Gourcuff. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas aussi le formatage de cette Ligue 1 et des joueurs en général, parce que Gourcuff était réputé pour le beau jeu à Lorient. Franchement, ce qu'il fait à Rennes, enfin, je veux dire, c'est bien. Toutes les équipes ne sont pas Barcelone et ils n'ont pas dans leur rang des joueurs d'exception. Je pense que tu t'emmerderais de la même manière, mis à part à Monaco, peut-être un peu à Bordeaux. Mais en Ligue 1, Marco, je suis désolé, tu t'emmerderais dans tous les stades. Mais Bordeaux, on peut revenir. L'automne a été catastrophique. Oui. Voilà, donc bon. Bordeaux, ça a été catastrophique au stade. Il n'y a pas que Saint-Étienne qui est concerné par cette. Non, mais bon, comme on suit Saint-Étienne et qu'on fait l'émission sur Saint-Étienne, si tu veux, je me canalise non, là-dessus. Mais bien sûr. Mais bon, voilà, on a mangé notre pain blanc il y a quelques saisons et maintenant, c'est la galère. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Eric, de l'humiliation subie dimanche dernier au Vélodrome à la rencontre dont nous avons été très injustement privés hier et que j'ai suivi personnellement du parking. J'ai vécu l'une de mes pires semaines de supporter. Donc pour la première fois cette semaine, aucun coup de cœur, aucun motif de satisfaction, aucune lueur dans la grisaille. Donc je vous cède la parole pour vos coups de cœur si vous en avez. Je la reprendrai pour les coups de tête qui eux par contre sont nombreux. L'émission n'aura jamais si bien porté son nom. On l'imagine. Si, moi, 2 petits coups de cœur, mais qui concernent les gens qui suivent, parce que eux, ils ont encore la niaque, les gens qui suivent le club, et notamment Envers et contre tous, notre partenaire, qui organise un petit tournoi de Sixte, comme on a l'habitude d'en voir de ci de là. Là, il faut s'inscrire. Donc, si vous allez sur le site enversetcontretous.fr, que vous avez 6 potes et que vous voulez faire un équipe pour ce tournoi interne à ce site, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, deuxième initiative, celle de notre site internet qui s'appelle Peuple Vert, que vous connaissez certainement. Alors, eux, c'est autre chose. Ils ont créé un petit onglet où il est proposé aux gens qui aiment le club de signaler des joueurs de qualité, même des jeunes joueurs. Et donc, ça porte le nom de scouts, les scouts de Peuple Vert, les scouts du Peuple Vert. On peut s'improviser scout. Encore des scouts. Bien, moi j'ai aimé ce week-end Cabot, le Lorientais qui a fait la misère face à Metz. Cabot que Saint-Étienne suivait il y a quelque temps, mais on l'a pas pris. Il était trop technique, trop petit peut-être. Enfin voilà. Donc bravo à Cabot. Déjà que c'est un joueur que j'apprécie depuis le début de saison à Lorient. Et il a fait une super prestation ce week-end. J'ai beaucoup aimé la semaine dernière le but de Gomis face à nous. Je trouve vraiment magnifique et j'ai toujours apprécié ce joueur et le voir encore marquer des si jolis buts, bravo à lui. Et un dernier coup de cœur à Mohamed Walad de l'Union Saint-Gilloise, la division 2 de Belgique, qui a
a réalisé un retourné à la Simba magnifique. Donc, chers internautes, si vous avez l'occasion, regardez cette belle prestation de ce Belge de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, on va passer tout de suite au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Allez, on en a beaucoup. Ouais, je tous, laisse donc, non, justement, je vais vous laisser la parole sur ce coup-là. J'ai simplement, je continue à détester Gourcuff, le père. Hein. Pour moi, je trouve, je l'appelle l'aristocrate du football. Il suffit qu'on l'interroge sur les supporters et il balance. Bah lui, franchement, ça le dérangerait pas bien que tous les matchs soient à huis clos ou presque, hein. Ou alors des supporters bien sages qui sont assis dans les tribunes. Ça, c'est le foot tel que le papa Gourcuff l'imagine. Fallait pas qu'il aille en Algérie, ça c'est sûr. Eric, coup de tête. Coup de tête pour déjà le dimanche noir de la semaine dernière avec sur 3 rencontres disputées par des équipes vertes, 3 camouflés subis et 13 buts encaissés. Les filles qui en ont pris 4 à Paris, la CFA2 qui a été humiliée à domicile par Borgo 5-0 et les pros, t'en as parlé tout à l'heure, qui ont été corrigés par l'OM 4-0. Coup de tête justement pour cette déculottée au Vélodrome, la plus lourde défaite à Marseille depuis 30 ans. Coup de tête pour les déconvenus que collectionnent les féminines en ce moment avec un point d'orgue, les 8 buts encaissés hier face à Montpellier, 10 défaites en 18 matchs. Les filles se battent pour le maintien et devront se trouver un nouvel entraîneur, Hervé Didier, ayant annoncé son départ. Coup de tête pour bien sûr le huis clos total décrété par la Ligue qui n'a rien trouvé de mieux que de sanctionner et de pénaliser tout le monde pour un acte isolé. Coup de tête également pour le retrait de l'appel de la part du club qui sur ce coup, je le répète, a lâché ses supporters. Coup de tête pour la profonde injustice qu'on a tous subi hier, ainsi que l'amalgame qui a été fait. On n'a pas à faire payer à Saint-Etienne les débordements qui sont produits à Lyon et à Bastia. Coup de tête pour l'attitude irresponsable de certaines personnes qui s'adjugent tous les droits, bravent tous les interdits et bénéficient de complicité pour commettre des actes qu'au final on fait payer à tout le monde. Leur intrusion hier a provoqué l'interruption de la rencontre et entraînera très certainement de nouvelles sanctions. Coup de tête contre Lopez qui multiplie les provocations et n'est pas sanctionné. L'air de rien, il a réussi à faire fermer Geoffroy Guichard et Furiani. Et enfin coup de tête concernant le bilan catastrophique des dernières rencontres, une victoire en 8 matchs, le fait qu'on soit de plus en plus distancé au classement et qu'on ait sans doute malheureusement dit adieu à l'Europe. Ouais, sur Lopez, on pourrait revenir à une autre émission, hein, parce qu'il y a des choses à dire. Moi aussi, je voulais en parler. Sa provocation à Bastia, hein, parce que tout le monde parle en fin de compte de l'envahissement, mais sa provocation, personne n'en parle. Alors ça justifie loin de là la réaction des supporters bastiais. Mais bon, on pourra en revenir. J'ai pas aimé moi le match faussé entre le Real et le Bayern, hein, la double confrontation, puisque des erreurs d'arbitrage, il y en a eu un peu partout. Erreurs d'arbitrage, j'ai pas aimé. Donc la semaine précédente, l'arbitre qui ne siffle pas le penalty sur Monet Paquet, alors que c'est évident et il y a rien à redire, alors qu'il est à côté. Donc, on peut se poser quand même certaines questions, hein. Ça, je reviens pas sur le fait que Marseille était largement supérieur, mais que l'arbitre ne désigne pas le point de pénalty. Là, je trouve que ça fait mal. Les 15 jours de foutoir dans le foot après attentat à Dortmund, envahissement de terrain Bastia et puis le Beşiktaş, ça fait beaucoup et c'est bien regrettable pour ce joli sport qu'est le football. Lyon en Europa League en demi-finale, ça aussi c'est un coup de tête, surtout qu'ils étaient en Ligue des Champions, ils sont pas passé les barrages, ils sont redevenus un peu plus en dessous et c'est bien dommage. J'ai pas aimé aussi les pleurs de Romeyer après les incidents, il a pleuré. Alors les pleurs de Romeyer, ça donne un peu ça dans le contexte actuel. Papa, ça y est, cette fois-ci notre action n'a pas été inutile. Non, écoute mon petit ami. Si tu veux bien, on parlera de tout ça demain matin, tranquille. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai mon compte. T'as compris? J'ai mon compte. Disons que j'ai eu une journée un petit peu spéciale. Et vraiment, j'ai l'impression de vivre dans un monde de dingue. Je ne sais pas ce qui vous prend à tous, mais non, écoutez, puis moi, je ne veux pas devenir dingue. Je suis pressé, alors maintenant, tu vas m'accompagner au Trocadéro. Non, papa, il faut que je t'explique. Non, alors, je veux que tu comprennes. Oui, mais alors, 2 secondes, hein. 2 secondes. Le capital, c'est foutu. La 5e, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Les bagnoles, foutu. Il faut que tu en prennes conscience, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu nous aides. Bon.
Alors, pour l'instant, raccompagne-moi, sois gentil. Dépêche-toi. Voilà, c'était Lino Ventura. Dans l'aventure, c'est l'aventure. Bon, c'est le contexte actuel aussi qui veut ça. La 5e, c'est fini. Je pourrais vous passer d'autres morceaux de ce joli film, mais le temps est compté. Ça se termine. L'émission Rock and Foot, coup de tête. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À la même heure, au Avec même endroit. plaisir pour décrypter le match à Guingamp. On n'a pas gagné depuis, ça fait une belle lurette. 2 ans. Ouais. Bon, On a 2 pas ans, ça récupéré. va. Ouais, ça va, mais Donc encore un club breton. Donc chers auditeurs, à la semaine prochaine et allez les Verts. bye bye. Que cette semaine fut dure. Allez les Verts.